Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le corrigé d'un contrôle de première, chapitre de la dérivation. Voilà. C'est un contrôle du coup qui comporte 4 exercices. Premier exercice, une interprétation un petit peu graphique de courbe. Deuxième exercice, vous allez voir, c'est un vrai-faux avec un tout petit peu de cours et puis sinon des formules de dérivation. Le troisième, ce sera un exercice avec des paramètres. N'hésitez pas à aller le voir, ça peut être très intéressant pour devenir un petit peu plus agile encore. Et le dernier exercice, c'est une étude de fonction, relativement classique mais assez complète. Voilà, il faut se lancer dedans, il faut savoir faire tout ça pour pouvoir aborder la terminale tranquillement. On y va. Alors, dans l'exercice 1, on vous dit soit f une fonction définie sur R, f' sa fonction dérivée. Sur le graphique ci-compte, la courbe cf', attention, de la fonction f' a été représentée. Donc ici, vous avez la courbe de la dérivée f'. Parmi les courbes ABCD, donc ABCD, se trouve celle qui représente la fonction f. Identifiez cette courbe et expliquez en maximum 3-4 lignes votre choix. Voilà. Donc, vous avez ici la courbe représentative de la fonction dérivée de f. Et donc, on vous demande, parmi les trois ici, quelle est la courbe représentative, parmi les quatre, pardon, ici, quelle est la courbe représentative de la fonction f elle-même. Voilà. Donc, clairement, dans cet exercice, alors clairement, on est sur un exercice qui nous demande de faire le lien entre la fonction f et la fonction f' qui est sa dérivée. Voilà. Il faut savoir que quand vous observez une courbe, eh bien, vous pouvez déterminer ces choses-là. Par exemple, si vous observez la courbe représentative de f, vous pourrez connaître le signe de f ainsi que les variations de f. Le signe de f, comment on peut le voir si jamais on a la courbe représentative de f? On verra là où la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses et là où la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Ça nous dira là où f est positive et là où f est négative. Comment on peut voir les variations? Eh bien, vous savez qu'en observant la courbe, vous allez pouvoir savoir si la fonction est croissante, si la fonction est décroissante. Ça, c'est si vous observez la courbe de f. Maintenant, si vous observez la courbe de f', parce que f' a aussi sa propre courbe, puisque f' c'est aussi une fonction, tout comme f est une fonction. Donc, la courbe représentative de f', à nouveau, va vous permettre de pouvoir déterminer des choses sur f', tout comme la courbe représentative de f vous permettait de trouver le signe et les variations de f. La courbe représentative de f' peut vous permettre de trouver le signe et les variations de f'. Là où la courbe représentative de f' est au-dessus de l'axe des abscisses, ça veut dire que f' avait un signe positif. Là où la courbe représentative de f' est sous l'axe des abscisses, ça veut dire que f' avait un signe négatif. Et les variations, vous observez en fonction, donc si la fonction f' est strictement croissante ou strictement décroissante. Voilà. Donc en fait, en observant des courbes, on peut déterminer le signe et variations. Ici, dans cet exercice, la courbe qu'on vous donne, c'est la courbe représentative de f'. Donc ça veut dire qu'en fait, vous connaissez ça. Et visiblement, vous êtes censé de ça pouvoir déduire des choses de f qui vous permettraient de choisir la bonne courbe rouge. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre f et f', vous avez un lien qui est celui-là. Voilà. Donc ça, il faut le connaître. Lorsque f' est positif, ça veut dire que f est croissante. Lorsque f' est négatif, ça veut dire que f est décroissante. C'est le seul lien qu'il y a. Il n'y a pas de lien entre le signe de f et le signe de f'. Il n'y a pas de lien entre les variations de f et les variations de f'. Donc, en fait, dans cet exercice, on vous interroge uniquement sur ce lien. Dans cet exercice, eh bien, on m'a donné la courbe représentative de f'. Donc, en fait, on m'a donné les informations qui sont ici. Donc, moi, ce qui va m'intéresser pour identifier la courbe représentative de f, eh bien, c'est de connaître le signe de f'. C'est ça qui va me permettre de connaître les variations de f et donc de trancher sur qui est la bonne courbe pour f. Donc, mon but, ça va être de déterminer le signe de f'. Alors, j'observe la courbe ici et je vois que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses entre les abscisses 1 et 5, ce qui signifie que f' est positive sur l'intervalle 1,5 et visiblement à l'extérieur, la courbe semble en dessous de l'axe des abscisses, ce qui voudrait dire que f' est négative sur moins l'infini 1 et sur 5 plus l'infini. Alors du coup, ça nous permet de compléter un petit peu ce petit tableau ici, le tableau qui fait le lien, vous connaissez bien, entre une dérivée et sa fonction originelle. Donc ici, on a dit le signe de f', moins, plus, moins. Ce qui veut dire que je m'attends à avoir des variations pour f, qui vont être
strictement décroissant, strictement croissant, strictement décroissant. Voilà. Avec du coup un minimum local en 1, un maximum local en 5. Donc parmi les courbes rouges, eh bien, je me demande quelle est la courbe qui a effectivement un tableau de variation comme celui-là. Donc décroissant, croissant, décroissant. Eh bien, donc ici, on s'aperçoit que finalement, c'est la courbe D qui convient. Décroissant, croissant, décroissant. Et la partie ici croissante, si on zoome un petit peu, on s'aperçoit que c'est bien sur l'intervalle 1,5, comme mentionné ici dans le tableau de variation. Voilà, donc finalement, la courbe représentative de f, c'est la courbe D. Voilà, alors dans cet exercice, vous voyez, on vous donnait la courbe de f', donc on s'est servi du signe de f' pour trouver les variations de f, ce qui nous a permis d'identifier la courbe. Mais si, dans un autre exercice, je vous encourage à aller voir les autres contrôles qui sont disponibles sur la chaîne, si vous avez la courbe représentative de f, ce qui est le cas de temps en temps, ce qui va vous permettre de déterminer f', en fait, ce seront les variations de f. Vous observerez que la f est strictement croissante, donc eh bien, on va chercher une dérivée qui sera positive sur cet intervalle. Et quand f est strictement décroissante, on cherchera une dérivée qui sera négative sur cet intervalle. Donc en fait, vous construirez le contraire. Vous ferez d'abord le tableau de variation, puis vous en déduirez le signe de la dérivée. Et du coup, vous choisirez la bonne courbe. On passe à l'exercice 2. Alors pour l'exercice 2, on passe sur un vrai-faux avec justification. Donc on vous dit pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant votre réponse. On donnera si besoin un contre-exemple. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Voilà. Première affirmation, toute fonction définie sur R est dérivable sur R. Alors ici, en fait, c'est une question de cours. Dans votre cours, vous avez deux fonctions à bien connaître qui sont définies sur un ensemble et qui sont dérivables sur un ensemble plus petit. Voilà. La majeure partie des fonctions que vous allez rencontrer sont dérivables partout où elles étaient définies. Mais il y en a deux à bien connaître. La première, eh bien, c'est la fonction racine carrée qui est définie sur R+. Ça veut dire qu'ici, n'importe quel x positif, éventuellement nul, eh bien, peut être mis sous une racine carrée. Mais par contre, cette fonction n'est pas dérivable en 0. Donc, elle est dérivable uniquement sur R+, étoile. Donc, c'est son ensemble de définition à qui on a retiré 0. Donc, vous voyez, l'ensemble de dérivabilité a été restreint. Alors, comment ça s'explique, Je vous réexplique un petit peu votre cours. Eh bien, la fonction racine carrée, si on la trace, elle ressemble à ça. En 0, si on essaie d'observer une tangente, puisque je vous rappelle qu'une fonction est dérivable à partir du moment où sa courbe admet une tangente, et que cette tangente, on peut trouver un coefficient directeur. Dans ce cas-là, le coefficient directeur, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé. Donc ici, si je zoome sur la courbe en 0, je m'aperçois qu'effectivement, eh bien, la courbe va ressembler à une droite, donc on a bien une tangente en 0. Par contre, cette tangente, vous voyez, ça semble être l'axe des ordonnées, et l'axe des ordonnées n'a pas de coefficient directeur. S'il n'a pas de coefficient directeur, eh bien, comme c'est le coefficient directeur qui est censé être la dérivée de la fonction en 0, si la tangente n'a pas de coefficient directeur, ça veut dire que la fonction n'a pas de dérivée en 0. Donc la fonction racine carrée a beau être définie sur R+ tout entier, elle n'est pas dérivable en 0. Donc ça, c'est la première fonction à avoir en tête de votre cours. Deuxième fonction de votre cours que vous devez avoir en tête quand on vous parle de fonctions définies sur un ensemble, mais qui sont dérivables sur un ensemble plus petit. Eh bien, il s'agit de la fonction valeur absolue. Valeur absolue est définie sur R. Vous pouvez bien prendre la valeur absolue de n'importe quel nombre réel, mais par contre, c'est une fonction qui n'est pas dérivable en 0, donc qui est uniquement dérivable sur R étoile. Alors, la raison pour laquelle elle n'est pas dérivable, elle est différente de celle de la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, si on traçait la courbe avait bien une tangente en 0, sauf que comme elle était verticale, eh bien, cette tangente n'avait pas de coefficient directeur, et donc la fonction n'avait pas de nombre dérivé en 0. Pour la fonction valeur absolue, c'est différent. Donc, si on trace la courbe de la fonction valeur absolue, eh bien, on s'aperçoit que si on zoome en 0, on aura beau zoomer autant qu'on veut, bien, vous voyez, on verra toujours ce V caractéristique. Et du coup, eh bien, ça veut dire qu'on aura beau zoomer autant qu'on veut au point 0, au point O, pardon,
eh bien, la courbe ne ressemblera jamais à une droite. On aura toujours cet angle-là. Donc, si la courbe ne ressemble jamais à une droite, eh bien, ça veut dire que la courbe n'admet pas de tangente en 0, en haut, pardon, et si la courbe n'admet pas de tangente ici, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de coefficient directeur de tangente. S'il n'y a pas de tangente, pas de coefficient directeur de tangente. Et s'il n'y a pas de coefficient directeur de tangente, comme c'est ça le nombre dérivé, normalement c'est le coefficient directeur de la tangente, bah, s'il n'y a pas de tangente, il n'y a pas de coefficient directeur de tangente, et donc il n'y a pas de nombre dérivé en 0. Ce qui explique que la fonction valeur absolue est bien définie sur R, mais n'est dérivable que sur R plus étoile. Alors là, je vous ai rappelé votre cours, mais en réalité, la phrase, l'affirmation, là, il y a une des deux fonctions qui ne convient pas pour donner un contre-exemple. Parce que la question, c'était toute fonction définie sur R est dérivable sur R. Il y a des élèves qui me donnent comme réponse, eh bien, la racine carrée. Sauf que la racine carrée est définie sur R+. Et moi, je demandais une fonction qui était définie sur R. C'est pas parce que vous trouvez une fonction qui est définie sur R+, et qui n'est pas dérivable sur R plus étoile, que du coup, quand on prend une fonction définie sur R, eh bien, cette propriété n'est pas vraie. Donc voilà, donc pour avoir un contre-exemple, il faut une fonction qui est définie sur R tout entier, mais par contre qui n'est pas dérivable sur R tout entier. Donc uniquement la valeur absolue convient. Donc en réalité, il n'y a qu'une réponse assez logique par rapport au cours que vous avez fait pour cette question, c'est non, l'affirmation est fausse, puisque eh bien, la fonction valeur absolue vérifie la condition d'être définie sur R, mais n'est pas pour autant dérivable sur R. On passe donc à l'affirmation suivante. L'affirmation suivante, c'est la fonction définie pour tout x appartenant à R plus étoile par f de x est égal à 5x plus 3 racine de x, a pour fonction dérivée la fonction f' définie sur R plus étoile par f' de x égale 15x plus 3 sur 2 racines de x. Alors en fait, cette affirmation, c'est juste une question qui me permet de voir si vous savez dériver un produit et si après vous savez mettre sous la forme recherchée, donnée dans l'énoncé. Voilà. Donc c'est uniquement ça. Donc on va essayer de dériver cette fonction, la fonction f qui a pour expression cette expression-là. Voilà, donc je me réécris l'expression de la fonction. Ici, je m'écris la réponse qui m'a été proposée dans l'affirmation pour voir un petit peu si j'arrive à ça ou pas. Et puis, en fait, c'est une question sur une dérivée. Donc, je vais simplement calculer l'expression de la dérivée de la fonction f. Donc, c'est parti. Quand je veux dériver une fonction, première question que je me pose, c'est quelle est l'opération principale dans l'expression qui est là. L'opération principale, c'est la dernière que je serais amené à faire si je remplaçais x par une valeur et que je voulais faire mon calcul. Si je remplaçais x par 1, par exemple, je ferai d'abord 5 fois 1 plus 3. En parallèle, je calculerai la racine de 1 et je terminerai par multiplier ces deux résultats. Donc, ça veut dire que l'opération principale, c'est une multiplication. Donc, ça veut dire qu'ici, je suis sur un produit de deux facteurs. Quand j'ai un produit de deux facteurs, je m'interroge à savoir est-ce que je dois utiliser la formule lambda u de mon cours ou est-ce que je dois utiliser la formule u fois v de mon cours. La formule lambda u, elle est adaptée à des fonctions qui ont des expressions du type 3x au carré. C'est-à-dire que vous avez une multiplication, mais entre un nombre et ici votre variable x. Dans ce cas-là, quand on dérive, on recopie le nombre et on dérive simplement le x au carré et ça vous donne quelque chose comme ça. Cette formule-là, elle est adaptée à ce genre de situation, c'est-à-dire qu'en fait, ni u ni v n'est un simple nombre. Vous retrouvez la variable ici à la fois dans u mais aussi dans v. Dans ce cas-là, u fois v obligatoire. Et la dérivée de u fois v, il faut connaître ça par cœur. U' v plus u v'. Donc c'est ça qu'on va appliquer. Donc on remarque que f est de la forme u fois v, avec pour tout x appartenant à grand R plus étoile, u de x qui va être égal à 5x plus 3, et v de x qui va être égal à racine de x. Ici, du coup, on peut calculer la dérivée de u. Elle a pour expression 5, puisque opération principale plus. Donc, il faut que je dérive 5x, la dérivée, ça donne 5. Et là, il faut que je dérive 3, la dérivée donne 0. Donc, je ne le vois pas. Et v' de x, dérivée de racine de x, à connaître par cœur, 1 sur 2
racine de x. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir appliquer la formule de dérivation des fonctions du type u fois v. Donc, déjà, f est dérivable sur eh bien, r plus étoile. Et en plus de ça, eh bien, je peux calculer la dérivée. Donc, et pour tout x appartenant à r plus étoile, eh bien, j'applique ma formule. Donc, f' de x égale, alors soit vous répétez la formule, hein, u' de x fois v de x plus u de x fois v' de x. Mais attention, si vous mettez des x là, il faut la répéter avec des x. Soit directement vous l'appliquez, donc u' fois v, donc 5 racine de x plus 5x plus 3 fois v', donc 1 sur 2 racine de x. Alors, bon, bah là, on pourrait se dire, bah, j'ai terminé, j'ai calculé l'expression de f', la dérivée, c'est très bien, je suis très content. Sauf que l'affirmation, elle disait, voilà, une expression de f' de x, c'est celle-là. Donc, à moi d'essayer de mettre sous une forme comparable à celle-là pour voir si je retombe exactement sur celle-là ou pas. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que dans cette forme, ici, c'est sous la forme d'une seule fraction. Alors qu'ici, pour l'instant, l'opération principale est une addition entre ce terme et ce terme-là. Donc, je vais essayer de tout mettre sous la forme d'une fraction pour pouvoir comparer à cette écriture-là. Je m'aperçois que le dénominateur ici, c'est 2 racines de x. Ici, je m'aperçois que là, en fait, j'ai 5x plus 3 fois 1 sur 2 racines de x. Donc, en fait, j'ai déjà ici 5x plus 3 sur 2 racines de x. Voilà, ce bout-là est égal à ça. Donc là, j'ai le bon dénominateur. La question, c'est 5 racines de x. Qu'est-ce que ça donne quand je le mets sur 2 racines de x? Donc, je vais tout mettre sur 2 racines de x. Ici, j'ai 5x plus 3, comme je l'avais noté ici. Donc là, je vais avoir 5x plus 3. Et par contre, ici, j'ai 5 racines de x que je dois mettre sur 2 racines de x. Alors, 5 racines de x, c'est comme si j'avais 5 racines de x sur 1. Donc, pour mettre sur 2 racines de x, je dois multiplier numérateur et dénominateur par 2 racines de x. Du coup, ça veut dire qu'au numérateur, je me retrouve avec 5 racines de x fois 2 racines de x. Donc, 5 racines de x fois 2 racines de x, plus les 5x plus 3 qui étaient déjà là. Alors, est-ce que pour autant, je suis arrivé à ce que j'ai ici? Eh bien, je vais m'en sortir. Parce que regardez, ici, j'ai 5 fois 2. Cela, j'ai 5 fois racine de x fois 2 fois racine de x. Que des multiplications, je fais dans l'ordre que je veux. 5 fois 2, 10. Racine de x fois racine de x, eh bien, ça donne x plus 5x plus 3. Le tout sur 2 racines de x. Et là, je m'aperçois que j'arrive bien à cette écriture-là. C'est-à-dire que finalement, j'ai 10x plus 5x, ça me donne 15x, plus 3 sur 2 racines de x. Donc, f' de x est égal à 15x plus 3 sur 2 racines de x, comme annoncé dans l'affirmation. Donc, finalement, je peux dire que l'affirmation est vraie. Voilà pour cette affirmation numéro 2. Alors au passage, peut-être que vous vous êtes posé la question de pourquoi j'avais défini la fonction sur R plus étoile et pas sur R plus, puisqu'en fait elle est définie, on pourrait très bien la définir sur R plus. Tant que je ne dérive pas la fonction f, la valeur 0 n'est absolument pas interdite. Bon, mais je voulais vous supprimer le petit problème de dire qu'en fait elle avait beau être définie sur R plus, en fait en 0 elle n'était pas dérivable, donc je voulais vous enlever tout ça. Donc du coup, on a dit directement R plus étoile, comme ça vous n'avez pas à vous poser la question de ce qui se passe en 0. Voilà, c'est tout. Donc affirmation numéro 3. Alors pour l'affirmation 3, eh bien on nous dit la fonction définie pour tout x appartenant à R étoile par f de x est égal à 3 sur x moins 1 sur x au carré a pour fonction dérivée la fonction f' définie sur R étoile par f' de x est égal à moins 3x plus 2 sur x au cube. Donc en fait, pareil. La question, c'est est-ce que cette expression-là est bien une expression de la dérivée de la fonction qui a pour expression ça? Voilà.
Donc en fait, vous, pour vérifier, vous allez dériver la fonction f, et puis vous allez essayer de voir si vous retombez sur une expression qui peut se mettre sous cette forme. Voilà. Du coup, on se lance. Quelle est l'opération principale ici dans l'expression f de x? Eh bien, c'est la soustraction. Quand vous avez une soustraction, eh bien, la dérivation se fait terme par terme. On va d'abord dériver 3 sur x, enfin x donne 3 sur x, puis on va dériver x donne 1 sur x au carré. Alors, ce qui peut peut-être vous aider ici, c'est de voir 3 sur x comme étant en fait 3 fois 1 sur x, moins du coup 1 sur x au carré. Pourquoi? Eh bien parce que, voir ça comme ça, vous avez 3 fois une fonction que vous connaissez bien, qui est la fonction inverse. Donc ça devrait nous aider un petit peu. Donc, alors vous pouvez, si vous voulez dire un petit mot sur la dérivabilité, vous pouvez dire que f est dérivable sur r étoile, et bien parce que c'est une somme de fonctions qui sont dérivables sur r étoile. En effet, alors soustraction, hein, on peut appeler ça une somme en mathématiques, je vous rappelle. Donc du coup, ici vous avez une somme de deux fonctions qui sont des fonctions qu'on appelle des fonctions rationnelles. C'est-à-dire que ce sont des quotients de polynômes. Donc ici, vous avez 3 sur x, et bien 3 peut être considéré comme un polynôme, x aussi, quotient de polynôme, fonction rationnelle. Ici, vous avez 1 sur x au carré, 1 peut être considéré comme un polynôme, x au carré aussi, fonction rationnelle. Voilà. Donc vous pouvez dire éventuellement ça si vous voulez dire une petite phrase. Bon, maintenant on va passer au calcul. Donc pour tout x appartenant à R étoile, eh bien f' de x est égal à. Donc on rappelle, on a observé qu'ici on avait une opération principale qui était là, que dans le terme de gauche ici j'ai 3 fois 1 sur x, donc ce qui me rappelle, comme dans le cas d'avant ici, du lambda fois u, c'est-à-dire une constante fois une expression avec du x. Donc finalement, ici, ça va nous donner 3 fois la dérivée de la fonction inverse, qui n'est rien d'autre que moins 1 sur x au carré. Alors attention, il y a beaucoup d'élèves qui écrivent comme ça. Il n'y a pas de signes qui se suivent ici, donc il faut des parenthèses. Voilà. Ensuite, vous avez à côté le moins éventuellement qu'on recopie, et puis il faut dériver 1 sur x au carré. Alors, je vous rappelle que 1 sur x au carré, alors soit vous connaissez la formule par cœur, soit je vous donne un moyen de retrouver, c'est également égal à x puissance moins 2. Quand vous voulez dériver normalement une puissance, vous savez que l'exposant descend devant, et vous vous retrouvez avec x, et il faut retirer 1 à la puissance. Donc ici, ça ferait moins 2 moins 1, donc ça ferait puissance moins 3. Mais vous savez également que x puissance moins 3 n'est rien d'autre que 1 sur x puissance 3. Donc en fait, ça fait moins 2 fois 1 sur x puissance 3. Donc finalement, c'est égal à moins 2 sur x puissance 3. Voilà, vous pouvez toujours retrouver comme ça, sinon vous apprenez la formule par cœur. 1 sur x au carré, la dérivée, c'est moins 2 sur x puissance 3. Voilà, alors la question c'est, est-ce qu'on retrouve la forme qui était donnée dans l'affirmation? Je vous rappelle la forme qui était donnée dans l'affirmation, c'était f' de x égale, c'était moins 3x plus 2 sur x au cube. Bon, donc là en tout cas pour l'instant l'opération principale est une soustraction. Moi dans la forme que je veux, l'opération principale est une division, donc il faut que je modifie, il faut que j'arrive à mettre tout ça sous la forme d'une seule division. Donc 3 fois moins 1 sur x au carré, donc ça donne moins 3 sur x au carré, moins par moins plus 2 sur x au cube. Ici, je me rends compte que j'ai un dénominateur avec x au cube, c'est très bien, c'est ce que je veux. Par contre, là, j'ai x au carré. Donc, si je veux mettre au même dénominateur, il suffit que je multiplie numérateur et dénominateur par x ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ça va me donner moins 3x sur x au cube. Donc, je mets tout directement sur x au cube. Et ici, je me retrouve avec plus 2. Et donc, j'arrive exactement à ce qui m'était affirmé. Donc, une nouvelle fois, l'affirmation est vrai. Voilà pour cet exercice 2. On passe au 3. Allez, courage, exercice 3. Soit f, la fonction définie pour tout x appartenant à R privé de 2, par f de x est égal à ax plus b sur x moins 2, avec a et b qui sont deux réels, tels que l'image de 0, ça doit faire moins 5 demi,
Et la dérivée en 0, ça va faire moins 9k. Voilà, donc il faut déterminer les réels a et b qui nous manquent ici pour qu'il y ait ces deux conditions qui soient satisfaites. Donc, on connaît la forme de l'expression de f, c'est cette forme-là, et donc il nous manque ici deux valeurs, a et b, donc il va nous falloir, en général, quand vous avez deux paramètres ici et que vous devez les déterminer leurs valeurs, eh bien, vous devez avoir deux conditions. Voilà. En général, c'est une condition par paramètre. Donc là, ici, dans l'énoncé, on vous a donné deux conditions. On vous a donné que f de 0 devait être égal à moins 5 demi et que f' de 0 devait être égal à moins 9k. Voilà, donc une condition, une autre condition. Donc ces conditions vont vous permettre de trouver A et B. Alors il faut les exploiter. Première condition qu'on va exploiter, c'est peut-être la plus simple, c'est que f de 0 est égal à moins 5 demi. Pourquoi je dis la plus simple? Parce qu'ici on vous parle de f' de 0, donc ça veut dire qu'il faudrait connaître déjà f' de x avant de remplacer x par 0. Mais f' de x, vous ne l'avez pas encore sous les yeux. Alors que f de x, vous l'avez sous les yeux, donc vous allez pouvoir exploiter directement celle-là. En croisant les doigts pour qu'elle vous permette de trouver ou A ou B. Si jamais elle ne vous permet pas de trouver ou A ou B, bon, ça vous donnera quand même une équation très certainement qui reliera A et B entre eux. Mais on aura besoin d'une deuxième équation pour trouver la valeur de A et la valeur de B. Donc on croise les doigts pour qu'elle nous donne directement la valeur de A ou de B. Bon. On verra bien. Alors, première condition, donc f de 0 est égal à moins 5 demi. Cette condition, elle est équivalente à... Alors, faites attention à votre rédaction pour ce genre de questions. Vous avez tendance à assez mal rédiger dans le sens où vous allez faire à la fois du calcul et en même temps, il y aura un peu d'équation. Vous allez tout mélanger. Donc non, on raisonne par équation. Donc la condition, c'est f de 0 doit être égal à moins 5 demi. Maintenant, on remplace f de 0 par son expression. Donc, ça nous donne a fois 0 plus b sur 0 moins 2. Et ça, c'est censé être égal à moins 5 demi. Du coup, c'est équivalent à dire que b sur moins 2 est censé être égal à moins 5 demi. Je veux me débarrasser du moins 2 qui est ici. Je vais multiplier dans les deux membres par moins 2 dans le but de pouvoir simplifier ici. Donc ça va me donner B égale. Et si je multiplie moins 5 demi par moins 2, donc déjà je vais avoir un résultat qui va être positif, parce que j'ai moins par moins. Et ici je vais avoir 5 divisé par 2 multiplié par 2. On retombe sur 5. Donc ici, B est égal à 5. On a de la chance. On a de la chance parce que, encore une fois, on aurait pu avoir une équation avec du A et du B ici, ce qui ne nous aurait pas permis de trouver la valeur de B. Bon, donc on a déjà un petit peu avancé, c'est-à-dire qu'en fait, l'expression f de x, eh bien, elle va être égale à ax plus 5 sur x moins 2. Voilà, donc on en est là. Maintenant, je vais exploiter la deuxième condition. Donc la première a déjà été exploitée. Je ne m'en servirai plus. J'ai la deuxième qui est ici. Donc là, par contre, je vais avoir besoin de la dérivée. Alors voilà, vous tombez dans ce contrôle. Vous voyez, vous n'aviez pas encore dérivé de quotient dans le contrôle. Donc c'est pour ça qu'ici, je vous donnais un quotient pour voir si vous connaissez bien la formule qui permet de dériver une fonction de la forme u sur v. Voilà. Donc c'est là, c'est cet exercice. Du coup, eh bien, effectivement, f est de la forme u sur v avec u de x qui s'écrirait ax plus 5 et v de x qui s'écrirait x moins 2. Donc on remarque que f est à u sur v, alors bon, vous n'êtes pas forcément obligé de l'écrire, hein. Vous pouvez directement dire on pose u de x égale v de x égale, voilà. Avec pour tout x appartenant à r privé de moins 2, eh bien u de x qui vaut ax plus 5 et v de x qui vaut x moins 2. Voilà. Donc, du coup, vous allez avoir u' de x, parce que vous en avez besoin dans la formule de dérivation du quotient, qui va être égal à a, puisqu'ici, en fait, vous avez une somme. Donc, vous allez dériver ce terme et celui-là. 5, quand vous le dérivez, eh bien, ça va vous donner 0. Et là, quand vous avez ax, alors attention, a, c'est un nombre qui est fixé, même si on ne sait pas ce qu'il vaut, il est quand même fixé. D'ailleurs, on cherche sa valeur. Donc, ça veut dire qu'il faut le prendre comme si, par exemple, ça valait 4. Si vous aviez 4x en dérivant, vous auriez écrit 4. Donc, si vous avez ax en dérivant, vous écrivez a.
Et v' de x, pareil, soustraction, dérivée de 2, 0, dérivée de x, 1. Hop, donc v' de x est égal à 1. Voilà. Alors, avant d'exploiter cette condition, je vais déjà m'intéresser à savoir est-ce que je peux trouver une expression de f' de x. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Donc, alors f est dérivable sur R privé. F est dérivable sur R privé de moins 2. Alors pourquoi? Parce que c'est de la formule sur V avec U et V qui sont bien dérivables. Le dénominateur en plus ne s'annule pas, donc pas de problème. Et du coup, j'ai l'expression pour tout x appartenant à R privé de moins 2. Eh bien, on a f' de x, qui est égal à, donc u' fois v, donc ça nous donne a fois x moins 2, moins u fois v', donc ax plus 5. Alors attention, les erreurs qu'on voit le plus dans ces exercices, c'est les gens qui oublient de mettre leur parenthèse, sur v carré, donc x moins 2 au carré. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ax moins 2a. Ensuite, ax fois 1, donc ax, avec un moins devant, donc moins ax. Ensuite, 5 fois 1, 5, avec un moins devant, moins 5. Le tout sur x moins 2 au carré. Alors ici, je m'aperçois qu'il y a des choses qui se simplifient. Ax ici est moins ax. Donc finalement, l'expression de la dérivée, ce sera moins 2a moins 5 sur x moins 2 au carré. Voilà. Donc on a f' de x. Alors je vous rappelle que la condition, c'était que f' de 0 devait être égal à moins 9 quarts. Bon, c'est parti. On s'interroge à ce que ça donne. Donc, f' de 0, je peux mettre un point à la manière dont j'avais mis un point ici, là-bas. F' de 0 égale moins 9 quarts. C'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que quand je remplace x par 0 dans l'expression de f' de x, eh bien ça doit donner moins 9 quarts. Si je remplace x par 0, donc j'ai toujours moins 2a moins 5 au numérateur. Par contre, je divise par 0 moins 2 au carré. Et ça, donc, c'est censé être égal à moins 9 quarts. En tout cas, je cherche A pour cela. C'est donc équivalent ici à dire que moins 2a moins 5 sur moins 2 au carré, ça fait 4. Donc ça veut dire que moins 2a moins 5 sur 4 doit être égal à moins 9 quarts. Très bien. Du coup, ça veut dire quoi? Là, j'ai tout sur 4. Donc ça veut dire que moins 2a moins 5 doit être égal à moins 9. Donc si moins 2a moins 5 doit être égal à moins 9, ça veut dire que 2a plus 5 doit être égal à 9. Ce qui veut dire que, alors je vais faire un truc que j'aime pas trop voir sur vos copies, je vais passer ici un petit peu en colonne. Le but c'est que ça tienne sur un seul tableau. Donc c'est équivalent à dire que 2a vaut 9 moins 5, donc 4. Ce qui est équivalent à dire que a est donc égal à 2. Voilà. Donc on a déterminé que a était égal à 2 et que b est égal à 5. Alors après, on peut tout à fait réécrire l'expression de la fonction pour le correcteur et dire donc, alors je ne sais pas si vous voyez toujours, si ça passe, donc pour tout x appartenant à R privé de 2, eh bien on peut dire que f de x finalement était égal à, et on remplace, donc a par 2, donc ça fait 2x plus b on remplace par 5 sur, eh bien, au dénominateur, x moins 2. Je décale un tout petit peu, vous voyez plus. Hop.
Voilà pour cet exercice 3. Donc, c'est bien de savoir faire ça. Ce genre de questions avec des paramètres comme ça, c'est le genre de questions qui revient de temps en temps, qui peut arriver le jour du bac également. Il faut toujours avoir ça dans sa manche pour pouvoir savoir le faire. Et vraiment, ça ressort à tout moment, ça peut ressortir. Et ça ne prévient pas quand ça arrive. Donc, il faut absolument être calé sur ce genre d'exercice avec des paramètres. On arrive au dernier exercice, exercice 4, soit f, la fonction définie pour tout réel x appartenant à l'intervalle -2, 3 par cette expression-là, petit polynôme du troisième degré. On note CF, la courbe représentative de f dans un repère OIJ du plan. Question 1a, calculer une expression de f', la fonction dérivée de f sur l'intervalle -2, 3. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle -2, 3, eh bien, on a noté f, la fonction qui a pour expression f de x est égale à ce magnifique polynôme du troisième degré. On nous demande une expression de la dérivée. Alors, je peux dire un mot, ça dépend un peu de vos professeurs, mais vous pouvez dire un mot sur le fait que f est dérivable sur son ensemble de définitions. Pourquoi ? Parce que c'est une fonction polynomiale et que les fonctions polynomiales sont toujours dérivables sur leur ensemble de définitions. Ça fait partie du cours. Donc f est dérivable sur -2, 3 en tant que fonction polynomiale définie sur 0, sur -2, 3. Voilà. On l'aurait défini sur R, c'était pareil. Voilà. Du coup, on va dériver. Pour tout x appartenant à -2, 3, donc pareil, je répète, parce que je vais écrire une expression en fonction de x, donc je précise pour quel x cette expression est vraie, f' de x est égal à. Quand je dérive ça, je me retrouve face à, ici, un polynôme. Et pareil, vous voyez, construction du contrôle, c'est que c'est le premier polynôme. Il faut vérifier que vous savez bien dériver des puissances de x supérieures à 2. Donc là, c'est le cas. Vous avez une puissance 3. Alors, les opérations principales là-dedans, c'est soustraction, addition, addition. Donc, on va dériver terme à terme. Et puis, on remettra ces opérations. Alors, pour dériver 1/3 de x au cube. 1/3 de x au cube, en réalité, c'est une fonction de la forme lambda fois u. On en a déjà parlé dans la correction de ce contrôle. Donc, ça veut dire que c'est un nombre qui multiplie une fonction. Quand on dérive un nombre qui multiplie une fonction, on conserve le nombre. Donc, on conserve le nombre lambda. Par contre, on multiplie par la dérivée de la fonction. Donc, ici, nous, l'expression de la dérivée de 1/3 de x au cube, on va conserver le 1/3. Mais par contre, le x au cube, on va le dériver et ça va nous donner, du coup, 3x au carré. À ça, on rajoute moins dérivée d'x au carré, 2x, dérivée de 3x, 3, dérivée de 3, 0. Voilà. Du coup, on va mettre ça sous une écriture un petit peu plus jolie. Et du coup, on obtient 1/3 fois 3, ça donne 1, donc ça fait x au carré, moins 2x, plus 3. Voilà pour cette question 1a. Du coup, question 1b, étudier le sens de variation de f sur -2, 3 et dresser son tableau de variation. Alors, effectivement, quand on calcule l'expression d'une dérivée, après, si on arrive à déterminer le signe de la dérivée, on va pouvoir déterminer les variations de la fonction f. Donc, mon but, ça va être d'étudier le signe de la dérivée, c'est-à-dire le signe de ce polynôme du second degré, ce qui va donc faire appel au premier chapitre de l'année sur les polynômes du second degré, puisque je vais devoir déterminer le signe de ce polynôme du second degré. C'est parti, on se relance sur la rédaction qu'on a vue en début d'année. Donc, pour tout x appartenant à -2, 3, on a calculé juste avant la question A, f' de x est égal à x au carré moins 2x plus 3. Donc, on commence par dire qu'on est dans le cadre d'un polynôme du second degré. Un polynôme du second degré avec les coefficients du cours ABC qui sont 1, -2 et 3. Dans ce cas-là, vous pouvez noter delta son discriminant et du coup, vous allez avoir que delta est égal à b au carré moins 4ac et que du coup, ça nous donne -2 au carré moins 4 fois 1 fois 3. -2 au carré, 4.
moins 3 fois 4, 12. Donc au final, on a un discriminant qui vaut moins 8, qui est donc négatif. Alors là, on est plutôt content, parce que quand on doit déterminer un signe, ou même des racines d'un polynôme, d'avoir un discriminant négatif, bah, c'est le cas le plus simple. Ce n'est pas le cas que vous voyez le plus souvent, mais c'est le cas le plus simple. Donc, ça veut dire que delta est strictement négatif, et donc que en fait, le polynôme est de signe constant, parce que le polynôme n'a pas de racine. Donc on peut directement dire, donc delta est strictement négatif, et x au carré moins 2x plus 3, donc le polynôme, est du signe de a sur moins 2, 3. Or, eh bien le a, justement, il se trouve qu'il est strictement positif. Donc, eh bien donc on peut faire notre petit tableau ici. Hop. Est-ce que je ne devrais pas le décaler un petit peu pour pouvoir écrire des choses? Donc, tac. Notre petit tableau, désolé pour le décalage. Donc ici on va avoir x, ici on va avoir moins 2, 3. Pas bien que ce soit si grand. Ici on va avoir le signe de x au carré moins 2x plus 3, donc c'est-à-dire de f' de x. Hein. Donc f' de x. Et en dessous on va avoir les variations de f. Du coup, on a dit le signe, eh bien c'est le signe de A. Le signe de A, on a dit A est positif. Du coup, les variations de f, lorsque la dérivée est positive sur un intervalle, cela veut dire que la fonction est strictement croissante sur cet intervalle. Alors, on nous demandait de dresser le tableau de variation. Donc, il faut absolument mettre les images, ici et là. Donc, il faut que vous calculiez f de moins 2, et il faut que vous calculiez f de 3. Du coup, il faut que vous repreniez l'expression de la fonction f, hein, celle du début de l'exercice. Et donc, f de moins 2, donc ça nous donne 1 tiers de, normalement c'est x au cube, donc ça fait moins 2 au cube, moins, normalement c'est x au carré, donc moins 2 au carré, plus 3 fois moins 2, plus 3. Et si on calcule ça, donc c'est égal à moins 29 tiers. Donc ici, je peux mettre moins 29 tiers. Et l'image de 3, donc f de 3, pareil, on remplace x par 3. Hein, donc ça fait 1 tiers fois 3 au cube, moins 3 au carré, plus 3 fois 3, plus 3. Et si on fait ce calcul, eh bien, on se retrouve avec 12. Donc finalement, eh bien, on a ce tableau de variation pour la question 1b. Question 2a. Montrer qu'il existe un unique réel alpha tel que f de alpha est égal à 0 sur moins 2, 3. Question qui devient assez classique. Alors pour cette question 2a, on veut montrer qu'il y a bien un antécédent en fait à 0 pour la fonction f. On cherche un alpha tel que f de alpha est égal à 0. On cherche à prouver qu'il existe. Ce qu'on va voir, c'est que en fait, la fonction f sur l'intervalle moins 2, 3, eh bien, c'est une fonction qui est strictement croissante et qui a l'image de moins 2, l'image de moins 2 est négative et que l'image de 3 est positive. Donc on a une fonction strictement croissante qui a une image négative puis une image positive et donc on se dit finalement il y a eu un moment où l'image valait pile 0 et donc on va justifier ça et cette image ce sera pour un certain alpha qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, on sait qu'il existe. Alors, quand vous serez en terminale, vous rajouterez un argument de continuité, mais on ne va pas aller au-delà du programme. Pour l'instant, on va se contenter des arguments que je viens de vous donner. Alors, je nous ai laissé le tableau, le temps de rédiger tout ça. Donc, on va commencer par donner l'argument qui est que f est strictement croissante. Alors attention, il y a des élèves qui oublient de mettre strictement, qui mettent f est croissante sur moins 2, 3. Si vous mettez uniquement que f est croissante, la définition d'une fonction croissante, c'est une fonction dont la courbe peut très bien faire ça. C'est-à-dire un plateau. Voilà. Et imaginons que ce plateau il soit sur l'axe des abscisses tout pile. On n'est pas très bien.
parce que ça veut dire que finalement, 0 va avoir plein d'antécédents, on va avoir une infinité d'antécédents. Or, nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il existe un unique alpha. Donc, il faut interdire ces plateaux. Pour interdire ces plateaux, eh bien, il faut que la fonction soit strictement croissante. Je rappelle, c'est ça la différence entre une fonction croissante et une fonction strictement croissante. La fonction croissante, eh bien, on lui autorise à avoir des plateaux. Si le plateau est mal placé, on n'est pas bien. Donc, on dit la fonction est strictement croissante sur moins 2, 3. Ensuite, on va dire que l'image de moins 2 eh bien, est égale à moins 29 tiers. Donc, dans nos têtes, on repère que c'est négatif. Et que l'image de 3, eh bien, c'est égal à 12. Donc, dans nos têtes, on repère que c'est positif. Alors, comment on dit que du coup, il y a un qui est négatif, l'autre qui est positif? On va tout simplement dire que 0 est dans l'intervalle moins 29 tiers, 12. Donc, on va dire et 0 appartient à l'intervalle moins 29 tiers, 12. Et donc, on va pouvoir en conclure, d'après ce tableau de variation, eh bien, qu'il existe un unique antécédent à 0. Donc, il existe un unique alpha, et donc je répète, il est unique uniquement parce qu'on a une fonction strictement croissante, strictement, c'est vraiment ça. Donc, un unique alpha appartenant à moins 2, 3, tel que f de alpha est égal à 0. Voilà pour cette question de A. Si jamais vous n'avez pas travaillé cette question avec votre professeur, eh bien, mettez-la peut-être de côté. Voilà, c'est une question en tout cas qui sera travaillée en terminale en rajoutant le fameux argument de continuité dont je vous parlais. Mais donc, autant voir ça cette année. C'est pas ultra compliqué de comprendre que quand on a une image négative puis une image positive avec une fonction strictement croissante, eh bien, la fonction va s'annuler une seule fois. Ensuite, question 2b. Donner une valeur approchée de alpha à 10-2 près. Alors effectivement, on sait que alpha existe du coup, mais on est incapable de déterminer une valeur exacte pour alpha. Donc, on va essayer d'obtenir une valeur approchée pour savoir un petit peu où il se situe dans l'intervalle moins 2, 3. Voilà. Donc, il nous faut une valeur approchée de alpha. Pour ça, on utilise la calculatrice. Je vous remontre comment on fait par balayage. Donc, je commence par fabriquer mon petit tableau de valeurs, x, f de x. Et donc, il va falloir que je trouve une valeur de x pour laquelle l'image est négative, une valeur de x pour laquelle l'image est positive. Et je saurai donc que alpha est entre ces deux images, puisque comme on a une fonction qui est strictement croissante, eh bien, avant que l'image soit égale à 0, elle serait négative. Et après que l'image soit égale à 0, elle serait positive. Donc, si j'arrive à identifier deux nombres, un qui a une image négative, l'autre qui a une image positive, je sais que alpha est compris entre ces deux nombres. Alors, on m'a demandé une valeur approchée de alpha à 10-2 près. Donc, je veux alpha égale quelque chose, virgule, et je veux 2 chiffres après la virgule. Donc, si je veux arrondir à 2 chiffres après la virgule, il va falloir que j'aille voir ce qui se passe un petit peu au troisième chiffre pour savoir de qui je suis le plus près quand je prends que 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais prendre ma calculatrice et je vais demander un tableau de valeurs. Alors, je prends ma calculatrice, je vais sur le grapheur. Je vais demander ici de tracer la courbe de la fonction. Donc, je vous passe le détail, je vais la taper hors caméra. Voilà, donc je finis de la taper et maintenant, je peux aller sur le graphe. Alors, je vais vous montrer comment tricher un tout petit peu. Donc, sur le graphe ici, vous pouvez tout à fait aller ici dans les options et demander quand est-ce que la fonction s'annule. Donc, vous allez voir les zéros, les racines. Et donc là, tout de suite, j'ai déjà une première idée de la valeur arrondie. Donc, je peux tout de suite répondre à la question. En réalité, eh bien, si j'arrondis à 2 chiffres après la virgule, eh bien, alpha, vous voyez, la valeur qui fait que f de x est égal à 0, eh bien, est environ égal à moins 0,76. Donc, en fait, déjà, dès maintenant, vous pourriez mettre ici la conclusion. Donc, alpha est environ égal à moins 0,76. Alors, un jour de bac, vous auriez certainement tous les points. Voilà. Maintenant, on n'est pas un jour de bac. Le but, c'est quand même que vous compreniez ce qui se passe, pas simplement que vous lisiez la valeur qui est sur votre calculatrice. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous compreniez qu'en fait,
on a balayé l'intervalle de moins 2 jusqu'à 3 et qu'on a cherché où est-ce qu'il y avait annulation. Donc pour ce faire, la méthode qu'on utilise en réalité, c'est une méthode dite de balayage. Vous devez connaître deux méthodes, méthode de balayage et méthode de dichotomie pour trouver des solutions. Donc je ne vais pas redétailler la méthode de dichotomie dans cette vidéo, on va faire directement du balayage. Pour faire du balayage, vous allez dans le tableur, ici. Vous allez demander à ce que, vous allez demander à ce que l'intervalle, vous le régliez tout seul. Donc ici, on vous demande d'où à où vous voulez commencer. Alors nous, je vous rappelle, on est sur moins 2, 3. Donc je vais dire de démarrer en moins 2. Et puis ici, je vais dire de finir en 3 dans un premier temps. Pourquoi pas aller de 1 en 1. Voilà. Ça m'amène dans mon tableur et donc ça m'amène bien de moins 2 à 3. Et puis je vois que les images, vous voyez, au début sont négatives, ce qui est logique puisque la fonction était croissante. Au début, la courbe était sous l'axe des abscisses. Donc image négative, image positive. Ah, ça veut dire qu'on a coupé l'axe, la courbe a coupé l'axe entre l'abscisse moins 1 et l'abscisse 0. Du coup, je retourne dans mon réglage d'intervalle et je vais dire que je redémarre mon tableau à l'abscisse moins 1, que je vais finir à l'abscisse 0, mais que cette fois-ci, je vais avancer avec un pas de 0,1. C'est-à-dire que je vais demander toutes les images des nombres distants de 0,1 en 0,1. Vous voyez, je vais de moins 1 jusqu'à 0, et à chaque fois, j'avance de 0,1 en 0,1. Je m'aperçois que je passe d'une image négative à une image positive entre moins 0,8 et moins 0,7. Donc je recommence l'opération. Je vais chercher ici à faire un nouvel intervalle qui démarre à moins 0,8, qui finit à moins 0,7, et qui avance cette fois-ci avec deux chiffres après la virgule. Et du coup, à nouveau, je balaye l'intervalle, donc vraiment la méthode de balayage, et je m'aperçois que alpha est entre moins 0,76 et moins 0,75, puisque moins 0,76 a une image négative, que moins 0,75 a une image positive. Alors une erreur des élèves, c'est de s'arrêter là, c'est de présenter ces deux valeurs. Le problème, c'est que vous ne savez pas du coup de qui alpha est le plus proche. Est-ce qu'il est plus proche de moins 0,76 ou est-ce qu'il est plus proche de moins 0,75? Donc qu'est-ce que vous donnez comme valeur arrondie? Alors là, qui résonne un petit peu avec les images, mais ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo, mais ça ne fonctionne pas. Pas parce que l'image est plus proche de 0 que forcément la valeur arrondie est celle-là. Il pourrait se passer des choses un peu bizarres sur la courbe qui fassent que ce ne soit pas le cas. Donc on doit aller voir un cran plus loin. Par contre, je vais faire un nouveau tableau de moins 0,76 à moins 0,75. Donc je retourne dans le réglage du tableur. Et donc, moins 0,76, et je vais jusqu'à moins 0,75, et je vais demander d'affiner, je veux 3 chiffres après la virgule, donc 0,001. Et là, je me rends compte qu'en fait, on passe d'une image négative à une image positive entre moins 0,760, moins 0,76, et moins 0,759. Donc c'est ces deux valeurs que je vais mettre dans mon tableau ici. Donc je vais dire voilà. En réalité, il y a moins 0,760. Si vous voulez mettre comme s'il y avait un troisième chiffre après la virgule, vous n'êtes pas obligé de mettre le 0, mais vous pouvez. Et moins 0,759. Les images, je recopie. Alors vous recopiez suffisamment de chiffres pour montrer qu'en fait on était en dessous et au-dessus de 0. Donc, par exemple, là je vais mettre moins 0,0039, donc moins 0,0039, et puis l'autre, je vais dire 0,001. Vous voyez, je ne suis même pas obligé de mettre autant de chiffres après la virgule significative dans les deux. Si vous voulez, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est qu'on voit qu'il y en a un qui est négatif et l'autre qui est positif. Dans ce cas-là, vous en déduisez d'abord un encadrement. Ça veut dire que alpha est compris entre moins 0,760 et moins 0,759. C'est-à-dire que clairement, on est plus proche de moins 0,76 que de moins 0,75. Vous voyez que là, après 75, c'est un 9. Donc, on peut arrondir ici. On a donc arrondi à 10 moins 2 près. Attention, il y a des sujets dans lesquels ce qu'on vous demande, ce n'est pas un arrondi, mais un encadrement. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire ça. Ce n'est pas ça qu'on attend dans ce cas-là si on vous demande un encadrement. Donc là, vous avez un encadrement à 10 moins 3
qui vous permet de trouver une valeur approchée à 10 moins 2. Et ça vient conclure la question 2b. Question 2c. En déduire le signe de f sur moins 2, 3. Alors, le mieux à mon sens pour justifier ici, alors soit vous faites des phrases, et vous décrivez tout avec des phrases, soit vous refaites le tableau de variation de la fonction f, finalement, c'est peut-être pas beaucoup plus long, pour justifier le signe de f. Alors effectivement, on a trouvé qu'il existait un alpha qui vaut environ moins 0,76, tel que l'image de alpha est égale à 0. Voilà. Ici, n'écrivez jamais la valeur arrondie. Dans un tableau, il nous faut toujours des valeurs exactes. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit sûr de nous. C'est-à-dire que si je mets moins 0,76 et que je me dis qu'en fait, potentiellement, ça peut être une valeur arrondie, voilà, j'ai moins d'informations, donc non. On veut des valeurs exactes. Du coup, le signe, on s'aperçoit qu'en fait, déjà, la fonction s'annule donc en alpha, très bien, mais qu'avant alpha, la fonction étant strictement croissante, eh bien, avant alpha, les images sont inférieures à l'image de alpha, c'est-à-dire inférieures à 0, qu'on a des images négatives, et après, on a des images qui sont positives. Donc finalement, le signe de f, c'est négatif, puis positif. Question 3. Déterminer une équation de T1, la tangente à CF, au point d'abscisse 1. Une petite question sur des équations de tangente. Et oui, ça revient tout le temps. Alors, la tangente au point d'abscisse 1, elle va avoir pour équation y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Voilà. De manière générale, une tangente au point d'abscisse petit a pour équation y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ça, il faut vraiment connaître ça par cœur. Voilà. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas connaître ça. Du coup, eh bien, il nous faut calculer f' de 1, il nous faut calculer f de 1. Donc ça, cette équation est équivalente à... Donc y égale, alors pareil, hein, c'est des équations, elles sont équivalentes entre elles. Donc il faut recopier à chaque fois y égale. Équation, dedans il y a équoi, qui veut dire égalité. Donc en fait, on raisonne sur une égalité qui est équivalent à une autre égalité. On n'est pas en train de calculer y. Voilà. Du coup, f' de 1, je reprends l'expression de la fonction dérivée de f. Je vous rappelle, c'était x au carré moins 2x plus 3. Donc ça va me donner 1 au carré moins 2 fois 1 plus 3. Ça, c'est f' de 1. Tout est multiplié par x moins 1. Donc je fais attention, je mets des parenthèses, je multiplie par x moins 1. Plus f de 1, donc je reprends l'expression de f, donc c'était 1 tiers de x au cube, donc ça fait 1 tiers fois 1 au cube. Moins, normalement c'était x au carré, donc ça fait moins 1 au carré, plus 3 fois 1, et plus 3. Voilà. Donc après c'est du calcul. Y égale, donc ici j'ai 1 moins 2, donc ça fait moins 1, plus 3, du coup ça fait 2, donc ça fait 2 facteurs de x moins 1. Après j'ai quoi? J'ai 1 tiers ici. Ici, j'ai quoi? J'ai 3 plus 3, donc ça fait 6. Moins 1, ça fait 5. 5 plus 1 tiers. 5, il se trouve que c'est 15 tiers. Donc 15 tiers... Alors, je reprends, je me suis perdu. 3 plus 3, 6. Moins 1, 5. Et là, on a 1 tiers. Donc 5, il faut que je le mette sur 3. 5, c'est 15 tiers. Donc 15 tiers plus 1 tiers, 16 tiers. Donc plus 16 tiers. Je vais développer ici, du coup ça donne y égale 2x moins 2 plus 16 tiers. Mais il se trouve que moins 2, eh bien c'est moins 6 tiers. Donc en fait, c'est équivalent à dire que y est égal à 2x plus 10 tiers, puisqu'on a 16 tiers moins 6 tiers, donc 10 tiers. Donc finalement, on a une équation de T1 qui est y égale 2x plus 10 tiers. Allez, on approche de la fin. Question 4a, montrer que pour tout x appartenant à moins 2, 3, eh bien f de x moins 2x plus 10 tiers est égal à 1 tiers de x moins 1 au carré fois x moins 1. Voilà, donc si je zoome un peu, je veux prouver que cette expression est égale à celle-là. Alors pour montrer que deux expressions sont égales, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous partez de celle de gauche, vous essayez de retrouver celle de droite. Soit vous partez de celle de droite, vous essayez de retrouver celle de gauche. Soit
Celle de gauche, vous la modifiez. Celle de droite, vous la modifiez. Vous arrivez sur une même écriture et vous pouvez donc en conclure que celle-là était égale à celle-là. Voilà, nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais commencer par calculer f de x moins 2x plus 10 tiers. Ensuite, je calculerai 1 tiers de x moins 1 au carré fois x moins 1. Puis, je vais me rendre compte qu'en fait, c'est exactement la même expression. Alors, f de x moins 2x plus 10 tiers, ça nous donne donc 1 tiers de x au cube moins x au carré plus 3x plus 3 moins du coup 2x moins 10 tiers. Voilà. Du coup, ça nous donne 1 tiers de x au cube. Les x au carré, il y en a moins 1. Les x, 3x moins 2x, donc plus x. Et après, j'ai 3 moins 10 tiers. Alors 3, c'est 9 tiers. Donc 9 tiers moins 10 tiers, donc moins 1 tiers. Voilà. Donc sous forme développée, complète et réduite, ça me donne ce polynôme du troisième degré. Maintenant, je vais essayer de calculer l'autre expression et de la mettre sous une forme développée réduite comme celle-là, pour voir si j'arrive à la même chose. Alors, l'autre forme, c'est 1 tiers fois x moins 1 au carré fois x moins 1. Alors, c'est égal à... Donc là, il faut que je commence à m'organiser un petit peu. Là, je vois que j'ai un carré. Éventuellement, je peux faire une identité remarquable. Bon, bref, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, je vais me débrouiller pour y aller tranquillement. Donc, je vais avoir 1 tiers fois... Je vais commencer par développer mon identité remarquable. X moins 1 au carré. Donc, ça fait A moins B au carré. Donc, ça fait A carré moins 2AB. Donc, 2 fois X fois 1. Donc, 2X. Plus B carré. Donc, 1 au carré. Qui vaut 1. Ça, je vais multiplier par x moins 1. Donc pareil, ici, j'ai deux multiplications, une là. C'est à moi de choisir laquelle je fais en premier, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Donc je vais commencer par... tiens, je vais faire ça fois ça. Donc je vais garder mon 1 tiers devant. Et puis, je vais développer dans des parenthèses. X au carré fois x. X au cube. X au carré fois moins 1. Moins x au carré. Moins 2x fois x. Moins 2x au carré. Moins 2x fois moins 1, plus 2x. 1 fois x, donc x. 1 fois moins 1, moins 1. Du coup, je me retrouve avec 1 tiers fois x au cube. Ici, j'ai moins x au carré, moins 2x au carré. Donc ici, je vais avoir, donc j'ai dû me tromper quelque part. Ah non, je n'avais pas dû me tromper quelque part. Donc moins 3x au carré, donc moins 3x au carré. Ici, j'ai 2x plus x, donc plus 3x. Et après, j'ai le moins 1 qui est là. Après, si je développe ici 1 tiers, donc ça va faire 1 tiers de x au cube, moins 1 tiers fois 3, donc ça fait 1, donc ça fait moins x au carré, plus 1 tiers fois 3, à nouveau 1, donc x, et 1 tiers fois moins 1, donc moins 1 tiers. Et je m'aperçois que voilà, j'ai exactement la même forme développée et réduite pour mes deux expressions. Donc ça veut dire que finalement, ces deux expressions sont égales. Donc petite phrase de conclusion. Donc pour tout x appartenant à moins 2, 3, et je vais dire que, je vais répéter l'énoncé, f de x moins 2x plus 10 tiers, et bien en fait, ça peut s'écrire sous la forme 1 tiers de x moins 1 au carré fois x moins 1. Voilà pour cette question 4a. Question 4b. Étudier le signe de f de x moins 2x plus 10 tiers. Donc, vous voyez, c'est exactement ça. Donc, je vais étudier le signe, sachant que juste avant, je viens de trouver une expression qui était factorisée. Et je sais que pour étudier un signe, eh bien, je préfère avoir un produit de facteurs, puisque quand j'ai un produit de facteurs, je peux appliquer la règle des signes. Là, vous voyez, typiquement, ici, j'ai 1 tiers, c'est un nombre positif, qui est multiplié par x moins 1 au carré, qui est un nombre positif, sauf quand x vaut 1, où ça donne un nombre nul, ça fait 0. Et ici, vous avez x moins 1 qui également vaut 0 quand x vaut 1. Et après, je vais pouvoir trouver le signe, puisque ici, j'ai une fonction affine. Voilà. Donc bref, j'ai 3 facteurs ici dont je peux trouver le signe facilement. Je vais donc faire un tableau de signes. Ça me donnera le signe de la différence qui était ici.
Alors, un tiers, c'est un nombre positif. Donc, x, il peut varier entre moins 2 et 3, peu importe. Un tiers ne dépend ne dépend de rien. Un tiers, c'est un tiers. Donc, finalement, on a un facteur qui est positif, quelle que soit la valeur de x. Ensuite, on a x moins 1 au carré. Donc, c'est un carré. Un carré est strictement positif partout, sauf là où il s'annule. Alors, quand est-ce que s'annule x moins 1 au carré? Eh bien, quand dans le carré, on obtient 0. Donc, quand x vaut 1. Donc, en 1, eh bien, on obtient 0, mais sinon, le reste du temps, c'est strictement positif. x moins 1, on peut résoudre sur le côté. X moins 1, chercher quand est-ce que ça vaut 0. Hein. C'est la même chose, c'est quand x vaut 1. Quand est-ce que x moins 1 est strictement positif? Eh bien, c'est quand x est strictement supérieur à 1. Et quand est-ce que x moins 1 est strictement négatif? Eh bien, c'est quand x est strictement inférieur à 1. Donc finalement, on a à nouveau 0 pour x égale 1. Quand x est inférieur à 1, eh bien x moins 1 est négatif. Et quand x est supérieur à 1, x moins 1 est positif. Hop. Du coup, on obtient moins 0 plus. Parce que plus par moins, ça donne moins. Plus par plus, ça donne plus. Voilà pour l'étude du signe. Dernière question, en déduire les positions relatives des courbes CF et T1 sur moins 2, 3. Alors, ce qu'il faut bien entendu repérer pour cette question 4C, eh bien, c'est qu'en réalité, vous avez calculé f de x moins 2x plus 10 tiers, et 2x plus 10 tiers, c'est exactement ce qu'on retrouvait dans l'équation de la tangente T1. Donc, en fait, on est en train de faire la différence entre l'expression de f et l'expression de la fonction qui correspond à la tangente T1. Et donc, quand on fait cette différence, en réalité, on est en train d'étudier, quand on trouve le signe de cette différence, eh bien, on sait qui de f de x ou de 2x plus 10 tiers est le plus grand en fonction des valeurs de x. Donc là, vous voyez par exemple que cette différence est négative si x est entre moins 2 et 1. Donc ça veut dire que si la différence qui est là est négative, ça veut dire que ce qu'on a retiré est plus grand que ce qu'on avait à la base. Ça veut dire que la tangente est au-dessus de CF. Voilà. Donc on va mettre d'après le tableau de signes, histoire de ne pas réécrire encore 20 000 phrases. Hop. Et donc on va dire que, donc on a dit au début, c'est T1 est au-dessus de CF sur moins 2, 1. Alors, il y a toujours la question de est-ce que j'inclus 1 ou pas. Oui, vous pouvez au-dessus, c'est pas forcément du strict. Hein. Après, si vous voulez l'exclure et préciser bien que les deux courbes ont un point d'intersection à l'abscisse 1, vous pouvez aussi. Et donc ensuite, c'est T1 est en dessous de CF, ou CF est au-dessus, c'est la même chose. Donc, est au-dessus de T1 sur, du coup, l'intervalle 1, 3. Voilà, on a fini. J'espère que vous avez réussi à faire ce contrôle sans trop de difficultés, que vous avez pu regarder 2-3 petites astuces et que du coup, vous êtes au point. Si vous êtes au point sur ce contrôle, encore une fois, c'est-à-dire qu'en terminale, vous n'aurez pas trop de difficultés, en tout cas, au moins au début. Voilà, je vous encourage à faire d'autres sujets, à vous entraîner et à bientôt.